Maître David Fall, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Et Shana Tova également, on peut le dire, puisque vous êtes notre première invité de cette année hébraïque 5780. Et je le disais, vous êtes avocat spécialisé dans le domaine pénal et bien entendu, nous avons besoin ce matin de votre éclairage pour essayer de mieux comprendre ce qui va se passer aujourd'hui. Un développement très important, on ne peut pas le rater dans la presse israélienne, dans les médias bien entendu, on ne parle que de cela. Il s'agit de cette fameuse audition que va devoir passer le Premier ministre Netanyahou au cours des 4 prochains jours devant le conseil juridique du gouvernement, une audition concernant les dossiers judiciaires dans lesquels il est incriminé, on va dire. Tout d'abord, une première question. Cette audition est-elle capable, a-t-elle la possibilité de modifier, on va dire, les chefs d'accusation qui pèsent pour l'instant sur Binyamin Netanyahou? Je rappelle qu'il s'agit essentiellement de corruption dans le dossier 4000, d'abus de confiance et de fraude dans les dossiers 2000 et 1000. Est-ce que cette audition a vraiment la possibilité, peut permettre à Binyamin Netanyahou de renverser la vapeur? Alors, Daniel, avant de vous répondre, il faudrait d'abord faire un petit éclaircissement. Comme vous l'avez dit, maintenant, vous dites il est incriminé. Alors, on a entendu beaucoup de choses sur cette affaire, mais il faudrait d'abord faire le point. La première chose à dire, c'est qu'il n'est absolument pas incriminé pour l'instant. On est dans une étape, c'est une pré-audition. Absolument, c'est une étape qui vise à donner le dernier mot à M. Netanyahou concernant l'enquête dont il est l'objet. Il n'est à ce stade absolument pas incriminé. Il est suspecté, bien évidemment, avec des comment on dit, des mechaot en hébreu, oui. Mais il n'est absolument pas incriminé. En fin de compte, c'est une procédure qui vise à lui donner le dernier mot, comme on donne le dernier mot dans un procès au suspect, dans son enquête. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Mais lorsqu'on parle d'inculpation, Binyamin Netanyahou est déjà en procédure d'inculpation. Cette procédure, elle est bien clairement entamée. Non, on n'est pas du tout dans un processus d'inculpation, on est dans un processus de suspicion. On est encore dans une enquête qui bat son plein. La police a rendu des conclusions. Dieu merci, les juristes ne vont pas toujours dans le même sens que la police. La police, en fin de compte, enquête, mais ce n'est pas un organe qui analyse des preuves. Ces preuves-là doivent être analysées par le parquet, par le conseil juridique du gouvernement. Il y a ce qu'on appelle, on l'a entendu, une niftav rachadot, ça veut dire une lettre de suspicion. Mm-hmm. Et maintenant, dans cette procédure-là, enfin, les avocats de Netanyahou ont reçu donc tous les pièces, tous les documents, bien sûr, et maintenant va s'ouvrir, pour le faire très simple, une négociation entre les avocats de M. Netanyahou et le conseiller juridique du gouvernement, de façon à ce que ces derniers puissent, on va dire, faire l'analyse de toutes les preuves et convaincre le conseiller juridique du gouvernement qu'il y a lieu ou pas de procéder sur tel et tel dossier. On en est absolument dans un stade vraiment préliminaire, encore une fois. Alors, bien évidemment, je sais que la presse israélienne bat son plein et que c'est ça, parce que il est presque condamné, mais on n'est absolument pas du tout dans un procès. On est vraiment dans une procédure qui est préliminaire, absolument préliminaire. Alors, préliminaire, ça veut dire encore que, malgré tout, et dites-moi, peut-être que nous sommes, nous aussi, influencés, peut-être à tort par certains médias, mais le sentiment, c'est que le dernier mot, c'est Netanyahou qui va l'avoir peut-être aujourd'hui, mais c'est plutôt Avichai Mendelblit qui l'aura dans quelques mois. Mais dans quelques mois, lorsque le conseil juridique du gouvernement tranchera, il inculpera ou non Binyamin Netanyahou. Mais si Binyamin Netanyahou est inculpé, il est absolument inculpé, c'est-à-dire il est inculpé officiellement et il sera passible. Oui, on ne parle pas du dernier mot en termes de le conseil juridique du gouvernement décidera si inculpé ou pas. Quand je dis dernier mot, ça veut dire que on donne à M. Netanyahou la possibilité de se faire entendre par rapport donc à une possibilité de poursuite
à la vue des preuves et à la vue du dossier qui a été présenté à ses avocats. Alors maintenant, c'est un examen juridique. C'est un examen juridique. C'est un peu ce que la justice fait après avoir permis à la police d'interroger le Premier ministre. C'est-à-dire, le Premier ministre a été interrogé par la police. Maintenant, on veut aussi l'interroger du côté de la justice pour voir si les conclusions à laquelle les policiers sont arrivés, les enquêteurs, sont conformes à l'esprit de la loi. C'est cela? C'est un peu exact de dire cela? Ah, je ne vous entends plus. David, on ne nous entend plus. C'est un prêt juridique que les avocats de M. Netanyahou vont exercer sur les preuves. Ils vont venir s'asseoir donc avec les représentants du conseiller juridique du gouvernement et ils vont entre guillemets, les provoquer juridiquement sur les preuves qui ont été accumulées par la police en leur donnant une force ou pas par rapport à une éventualité de poursuite sur M. Netanyahou. C'est vraiment un débat technique, juridique, qui n'est pas factuel du tout. C'est vraiment technique. Vous nous parliez de négociation, c'est-à-dire on va sur chaque point débattre et essayer de dire nous avons raison, voilà nous ce que nous pensons, etc. Et en amenant des preuves, on va dire des preuves juridiques, bien entendu. Alors, les avocats de M. Netanyahou peuvent bien sûr entre guillemets, attaquer les preuves qui ont été accumulées par la police. Ils peuvent aussi conseiller à M. Mandelblom de faire ce qu'on appelle des compléments d'enquête à la vue des dossiers. Je rappelle qu'il y a 3 dossiers dont les faits qui sont reprochés à M. Netanyahou datent de plusieurs années, ce qui complique encore bien évidemment les choses. Et les avocats, bien évidemment, peuvent conseiller, indiquer des lacunes sur ces preuves, sur le travail de la police, et conseiller, bien évidemment, de faire réaliser des compléments d'enquête. C'est pour ça que, encore une fois, comme je le disais au tout début, on est vraiment dans un stade préliminaire. Il peut y avoir encore énormément. Vous dire ça peut durer avant qu'il y ait un procès. Avant qu'il y ait un procès, ça peut durer longtemps. Il peut y avoir même le conseil juridique peut avoir à reporter, on va dire, sa décision de plusieurs mois s'il y a effectivement des compléments d'enquête importants à faire. Bien sûr, il peut reporter sa décision de plusieurs mois. Il peut abandonner les charges. Il peut transformer complètement la vision de ce que la presse décrit au jour d'aujourd'hui, même s'il faut y aller vraiment à tâtons. On dit que le travail, il reste pas mal de travail encore au conseil du gouvernement et aux avocats de M. Netanyahou. Alors, je sais bien que vous ne faites pas partie de l'équipe des avocats du Premier ministre, mais en tant que spécialiste du pénal en Israël, vous avez certainement suivi un peu de près ou de loin les affaires concernant Binyamin Netanyahou. Qu'est-ce que vous auriez, quelle aurait été, votre ligne de défense? Et est-ce que vous avez vraiment l'impression que les avocats du Premier ministre ont, on va dire, un case, comme on dit, pour renverser la vapeur, pour modifier certains des chefs d'accusation qui ont été déposés contre Binyamin Netanyahou? Alors effectivement, je ne fais pas partie de l'équipe de défense de M. Netanyahou, même si j'aurais bien aimé, bien évidemment, c'est un dossier vraiment qui est très intéressant. Maintenant, au niveau du droit et purement du droit, enfin, à ce stade, M. Netanyahou ou toute autre personne qui est suspectée dans ce pays peut commencer à faire l'examen, encore une fois, de son dossier et peut apporter des réponses juridiques, concrètes, intelligentes, de façon à ce que l'organe qui est chargé de diligenter l'action pénale puisse être interpellé, mais de façon intelligente. Alors, je vais vous poser une question concrète. On va parler dans ce dossier, et je vous la pose parce que quelque part elle est liée à la presse aussi, aux relations entre la presse et le pouvoir. L'affaire 2000, c'est l'affaire de la relation entre Binyamin Netanyahou et le patron du Yediot Ahronoth, Moses. On dit qu'il y a eu de plusieurs rencontres, il y a eu des enregistrements qui ont été effectués, mais Binyamin Netanyahou dit, mais tout cela, rien n'est sorti de concret de tout cela.
Et la question que je vous pose, est-ce qu'en tant que pénaliste, lorsque il y a des relations entre journalistes et entre patrons de presse et hommes de pouvoir, ça existe dans le monde entier, hein, et Benyamin Netanyahou n'est pas le premier à en avoir eu, est-ce que lorsque finalement au bout du compte rien ne sort de concret, est-ce que seulement l'intention suffit à impliquer une condamnation, ou en tout cas une accusation ou de corruption ou de fraude et d'abus de confiance? Alors, en étant très prudent, parce que je ne connais absolument pas les pièces du dossier, encore une fois, il est vrai que quand il y a ce genre de relation, ce n'est pas moralement très encourageant, on va dire, si je peux me permettre l'expression, moralement. Maintenant, et c'est ce que justement traite la presse depuis des mois et des mois, on parle de la morale, on parle de faits, et on parle, on va dire, non, mais là, je parle de la justice. Est-ce que, pénalement... Justement, est-ce qu'il devait y avoir des contacts, est-ce qu'il y avait d'avoir des relations? On est encore une fois dans la morale. Maintenant, au niveau du juridique, un délit doit être avéré. Un délit a des conditions, un délit a des critères. Si ces critères et ces conditions ne sont pas remplis, alors il n'y a pas de délit. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, bien évidemment, parce que j'ai pas le dossier dans les yeux, mais c'est justement ce genre de décision que vont avoir, ce genre de discussion, que vont avoir les avocats de M. Netanyahou devant le conseiller juridique du gouvernement pour voir si le délit est établi ou s'il n'est pas établi. Donc c'est justement ce genre de cas qui permettre aux avocats de la défense du Premier ministre de modifier la tendance et dans le cas précis, il y a le conseil juridique du gouvernement est attentif à l'argumentaire de ces avocats. Oui, il peut l'être. Même si derrière lui, et ça on a appris, même si derrière lui, il y a des gens comme par exemple le procureur de l'État, Shai Nitzan, ou son adjointe, Liat Ben-Ami, qui sont des gens qui, en tout cas d'après les médias, poussent à une condamnation, en tout cas une inculpation ferme de Benyamin Netanyahou. Oui, mais encore une fois, M. Shai Nitzan est un juriste, et il ne partira pas en croisade s'il n'est pas sûr d'avoir dans la main les critères avérés d'un délit qu'il reprochera à M. Netanyahou. Et c'est pour ça, d'où l'intérêt et d'où l'importance de cette première procédure, encore une fois, juridique, avec les avocats de M. Netanyahou et le conseiller juridique du gouvernement. Bien évidemment, après, ce conseiller juridique du gouvernement rendra un rapport, un ishour, et le dossier passera au parquet qui poursuivra ou pas, ou partiellement. Encore une fois. Mais encore une fois, on est encore dans un débat très préliminaire sur des qualifications juridiques. Tout est ouvert, tout est encore ouvert. Alors, est-ce que le conseiller juridique du gouvernement, dans le cas précis, doit tenir compte dans sa décision finale du fait que entre le moment où il a exprimé son intention d'inculper le Premier ministre et le moment où il va prendre sa décision finale, il y a eu 2 fois des élections, peut-être qu'il y en aura même une 3e fois, et au cours des élections, au cours desquelles, on a vu que le public, ne sanctionnait pas particulièrement Benyamin Netanyahou pour ses affaires judiciaires, peut-être pour d'autres raisons, mais en tout cas pas particulièrement pour ses affaires judiciaires. Est-ce que, quelque part, à un certain point, la justice rejoint la politique ? Encore une fois, vous me demandez de faire de l'interprétation médiatique. C'est pas du tout ma casquette, c'est pas du tout mon travail. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je suis assez heurté de la façon dont M. Benyamin Netanyahou a été, ou on va dire les dossiers de M. Benyamin Netanyahou ont été traités dans les derniers mois, pas en tant que Premier ministre, en tant que citoyen israélien qui a des droits, qui a des devoirs. La loi lui donne une possibilité de se défendre. Je vous avoue que moi-même, j'ai été, entre guillemets, bercé par pas mal d'histoires dans les médias. Pour préparer cette émission, hier soir, j'ai accédé à des documents officiels sur des rapports du conseiller juridique du gouvernement. Et j'avoue que j'ai même le document devant les yeux. J'avoue que ce que j'avais entendu et ce qui est marqué sur ces documents-là, il y a vraiment un océan de différence pour moi, juriste.
C'est-à-dire de quel côté il y a une différence, c'est-à-dire? Je crois que le traitement de l'information a été vraiment Biaisé? On va dire coloré de différentes couleurs qui n'ont pas lieu du tout. Aggravé, vous dites que ça a été aggravé par rapport au contenu des Non, mais je crois même que le champ lexical qui a été utilisé est trompé. Vous l'avez dit vous-même. Vous avez parlé d'incrimination. Vous avez dit, Monsieur le Premier ministre est incriminé de tel et tel délit. Encore une fois, c'est faux. Il n'est absolument pas incriminé à ce stade. Il est suspecté. Et c'est une différence énorme, même au point de vue du public. Ça influence le public, c'est vrai. On peut être pour ou contre Netanyahou. Ce n'est pas du tout le sujet. Mais par contre, toute personne a droit à une défense. Toute personne a droit à la présomption d'innocence. Elle est complètement bafouée dans cette histoire. Complètement. Et le fait que le conseil juridique du gouvernement ait tout de même déjà entamé une sorte de procédure, ça ne veut rien dire pour vous. Il a entamé une procédure qui est tout à fait normale, après une enquête de la police qui a rassemblé des preuves contre un citoyen. Ces preuves-là passent au parquet. Vu que M. Netanyahou est un personnage public, donc ça passe au conseiller juridique du gouvernement qui fait un premier filtre, la procédure est complètement normale. Il faut attendre les résultats de cette procédure, et c'est très bien qu'elle existe. Maintenant, toute l'interprétation qui a été faite depuis des mois dans la presse, entre guillemets, ce lynchage médiatique, je ne crois pas qu'il dessert la démocratie, et je ne crois pas qu'il dessert le système judiciaire en Israël. C'est ce que je pense en tant que juriste. Est-ce que vous avez le sentiment, comme l'ont une partie des Israéliens au moins, on va dire, que Binyamin Netanyahou, dans le cas précis, même dans les affaires comme par exemple cette affaire 2000, dans laquelle il a voulu peut-être atténuer les critiques du Yediot Aharonot à son égard, peut-être modifier un peu les rapports de force dans la presse israélienne, eh bien, mais quelque part, lorsqu'on parle de corruption d'un homme public comme Binyamin Netanyahou, on a toujours l'image de quelqu'un qui reçoit des enveloppes, on va dire de cash, de dollars, et qui les met dans la poche. Là, on a le sentiment quelque part que le Premier ministre n'a pas véritablement profité personnellement de tels avantages. Est-ce que ça joue un rôle, à votre avis, ce genre de considération dans la décision finale des juristes? Alors, encore une fois, si ce que vous dites est vrai, et il faut mettre, on va dire, de grands points d'interrogation, encore une fois, il sera assez difficile de constituer le délit, en l'occurrence le délit de corruption, dans ce genre d'affaires. Comme vous l'avez très bien dit, quelqu'un qui reçoit une enveloppe pour influencer telle et telle décision, la chose est relativement simple à prouver. Maintenant, on n'est pas du tout, d'après encore une fois ce qu'on entend dans les médias, on n'est pas du tout dans cette configuration, mais on est dans quelque chose qui est beaucoup plus on va dire moins qualifiable en tout cas, et la chose ne sera pas simple à prouver. Encore une fois, on est dans un système où il faut prouver le délit. Le délit répond à des critères, à des conditions. Si ces conditions ne sont pas remplies, il n'y a pas délit, point. Donc encore une fois, il faut transformer le fait en délit. Et dans ce genre de relation, comme vous l'avez dit justement avec Moses, ou avec dans le dossier 1000, comme on dit avec M. Malchin, où on parle de cigares, de champagne, ça ne va pas être très aisé pour le parquet, donc pour l'entité qui diligente l'action pénale, de prouver l'action pénale, la volonté pénale, l'esprit pénal, le délit pénal. Ça sera pas simple. Et c'est pour ça que justement, à mon avis, les avocats de M. Netanyahou, à mon avis, aujourd'hui, demain, pendant ce qu'on appelle le chinois, vont apporter énormément à cette affaire. Et je pense qu'il va y avoir des changements. Je pense.
Eh bien, voilà, le mot de la fin, c'est du point de vue de Benjamin Netanyahu apparemment très encourageant. Merci beaucoup, Maître David Fall, de nous avoir éclairé sur ce sujet complexe, hein, il faut bien l'avouer, de l'audition donc, que doit subir le Premier ministre aujourd'hui et pendant les prochains jours. Merci d'avoir été avec nous ce matin et Shana Tova, Gmar Chatima Tova. Merci à vous, Shana Tova. Kol Tov.